Bonjour, ravi de vous retrouver dans 9h50 le matin. Comme les écoliers, nous reprenons le chemin non pas de l'école mais de l'antenne. Bienvenue, toute l'équipe vous souhaite la bienvenue. Alors aujourd'hui, journée spéciale. Il faut savoir qu'en ce lundi 27 février, c'est la journée mondiale de l'ours polaire, une espèce menacée par le réchauffement climatique. Mais ce que vous voyez, ce petit ours, il est né dans notre région, à Marineland. C'était il y a 1 an et demi. Nous devions en parler aujourd'hui et de l'anthropomorphisme avec Isabelle Delmas qui est clouée dans son lit. On pense bien à elle. Alors, le sommaire de ce magazine aujourd'hui, le voici. Les bizarreries du vivant font avancer la science. Vous voyez une souris fluo, mais il y a aussi des chats luisants. Patrice Bourgeois, docteur en sciences et généticien, nous dira aujourd'hui à quoi ça sert et si les chercheurs en font bon usage. Alors nous restons dans la rareté, ou plutôt la bizarrerie, avec les bizarreries du vivant. Comme tous les lundis ou presque, nous invitons Patrice Bourgeois tous les 15 jours, pour parler de génétique, des recherches appliquées à nous les humains. Alors aujourd'hui, des souris vertes qui court dans l'herbe, vous connaissez la petite chanson. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance, avant de nous expliquer à quoi ça sert, toutes ces bizarreries du vivant avec vous, Patrice, voici la chanson qu'on connaît tous, interprétée par qui? Pimprenel et Nicolas. Yes. Une souris verte. Une souris, au secours. Qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Oh là là. Oh. Et aujourd'hui, les souris sont vertes, un peu comme les vers luisants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de génétique, Patrice, aujourd'hui? C'est un outil extraordinaire. C'est l'expression d'un outil extraordinaire. La souris verte, c'est un jeu de chercheurs, en fait, en quelque sorte. Ouais. C'est une protéine fluorescente qui arrive tout droit de la méduse. Mm-hmm. Justement, alors expliquez-nous. En fait, c'est une toute petite protéine que les chercheurs ont découvert dans les années 60. Et un jour, un chercheur a eu l'idée de cloner le gène qui codait pour cette protéine et de le transférer dans un autre animal en se disant on va pouvoir rendre cet animal fluorescent. Alors, on peut se demander à quoi ça sert, évidemment. Oui. Je sais que vous posez toujours la question. Voilà, c'est comme ces souris qu'on voit donc à l'écran en ce moment. Et, ce sont des vraies souris. Donc évidemment, ce sont des vraies souris. Le seul truc là, c'est qu'elles n'ont pas de poils, celles-là. Ce sont des souris qu'on appelle nues. Bon. Elles ont été... encore génétiquement modifiées pour ne pas avoir de poils. Et c'est sur ces souris qu'on travaille la plupart du temps en laboratoire. Donc, alors c'est une invention relativement ancienne, mais qui a été... vous avez parlé des années 60. Oui, le gène a été découvert dans les années 60 et le prix Nobel a été distribué en 2008 aux chercheurs qui ont eu cette idée. Et l'avantage énorme pour la recherche, c'est que jusqu'à ce qu'on fasse cette invention, donc ça date du coup des années 90, jusqu'à ce qu'il y ait cette invention, quand on voulait regarder une cellule ou des protéines dans les tissus, on devait tuer le tissu. Donc si c'était une souris, on devait la tuer, la sacrifier. Et on devait faire des coupes, des tranches pour coller dessus un marqueur. Avec cet outil extraordinaire, avec la protéine fluorescente verte, on peut observer la protéine directement dans le tissu encore vivant. Concrètement, ça a révolutionné complètement l'observation du fonctionnement des cellules. Et donc des tumeurs? Et donc, par exemple, on peut suivre le développement d'une tumeur en collant ce gène dans des cellules cancéreuses. On peut suivre le développement du système nerveux, par exemple. On peut voir la croissance des neurones. Et depuis les années 90, les chercheurs se sont amusés, entre guillemets, à développer d'autres protéines qui fluorescent dans d'autres couleurs. Et donc, on a à notre disposition dans les labos un arc-en-ciel, un vrai arc-en-ciel de protéines fluorescentes de différentes couleurs qui nous permettent de faire différents marquages. Alors, je veux le dire quand même, c'est utilisé tous les jours dans tous les laboratoires. Pas que sur des souris, bien sûr, mais aussi beaucoup sur des cellules, sur des bactéries, sur des virus, sur d'autres animaux aussi. Et des chats aussi. Et les chats, alors je ne le savais pas, vous me l'avez appris tout à l'heure. Oui. C'est vrai. Je ne connais pas bien l'utilité du chat luisant. Est-ce que ça marche aussi un peu, c'est le même fonctionnement que les vers luisants? Oui, tout à fait. Oui. C'est le même type de protéine. Et d'ailleurs, la protéine rouge qu'on utilise, elle est tirée d'un autre animal qui n'est pas une méduse, mais qui est un corail. Et on peut en prendre dans différents organismes comme ça et les modifier pour les adapter à ce dont on a besoin. Voilà. Alors en 2015, ça a été connu du grand public, ça a fait un petit peu peur. C'était avec cet agneau méduse. Qu'est-ce qui s'était passé? Il avait été commercialisé accidentellement.
Alors, à l'INRA, donc l'Institut national pour la recherche agronomique, ils ont fait depuis longtemps, comme dans tous les laboratoires de recherche, encore une fois, des animaux transgéniques qui expriment cette protéine fluorescente. Et par accident, alors je ne sais pas encore si c'est de la malveillance ou si c'était vraiment un accident, mais il y a un agneau qui avait été génétiquement modifié, qui possédait ce gène dans son patrimoine génétique, donc ce gène de méduse, qui est arrivé dans la chaîne alimentaire humaine. Donc évidemment, ça a fait un énorme scandale parce que c'est un peu difficile à concevoir. Avaler, c'est le cas de le dire. Voilà, à avaler. Et ça ne présente aucun risque pour la santé, bien sûr, puisque c'est un gène. Donc tant que le gène ne s'exprime pas, vous n'allez pas devenir fluorescent. Encore une fois, on ne devient pas ce qu'on mange. C'est vrai. Même si Julia Haller dit souvent qu'on peut influencer notre nature d'après ce qu'on mange, mais on ne devient pas ce qu'on mange. Donc c'est pas parce qu'on mange une protéine fluorescente par accident qu'on va devenir fluorescent. Donc on n'a pas des chances de devenir fluo, nous les hommes? Si vous voulez, on peut envisager de faire une petite manipulation et de rendre certaines de vos cellules fluorescentes. C'est tout à fait possible. Parce que, bon, évidemment, se pose la question de l'éthique et de la dérive que ça peut avoir. On a vu des lapins fluo, des poissons fluo, qui, par souci de commercialisation. Les poissons, ça a été fait dans un but commercial, c'est-à-dire que c'est des Américains qui se sont amusés, entre guillemets, à ça, à faire différents types de petits poissons d'aquarium, de différentes couleurs, qui vendent maintenant. Ça a été interdit aux États-Unis quand même, mais ils existent quand même encore, ces poissons, par contrebande. On peut s'en procurer. Et le lapin fluorescent, parlez-nous du lapin. Il y en a un qui a été fait par un artiste. Ah bon? Et donc ça aussi, ça a fait une controverse parce que éthiquement, c'est un peu discutable. Où est la limite de l'art, où est la limite de la science? En fait, il y a quelques années, il y a un lapin fluorescent qui a été rendu Eric, fluorescent ça vous fait... par une collaboration entre l'artiste et le laboratoire. Ah oui, évidemment. Ça vous fait bondir, tout ce qui est génétiquement modifié, j'imagine. En tout cas, là, on voit bien que c'est pas quelque chose d'utile. Si. Le lapin, non. Le lapin. Le lapin. Je parle du lapin. La protéine verte, très utile tous les jours dans tous les laboratoires. Ça, on absolument. comprend bien que si ça permet d'éviter de découper les souris en tranches pour les regarder à l'intérieur. Non, mais ça permet surtout d'observer les cellules en action. Bien sûr. Voilà. Porte-drapeau, en fait. C'est comme une étiquette qu'on colle. Comme quand on observe des fourmis, par exemple, dans une fourmilière, les chercheurs, ils les peignent. Souvent, ils mettent un petit repère dessus pour les repérer. Et bien, c'est exactement la même chose avec la protéine fluorescente. Voilà. On peut marquer un endroit et on le suit. À la médecine, à l'évolution de la médecine. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclairage fluorescent. Ça fait bourgeois. Fluorescent. Oui. Alors, voilà, c'est la fin de cette matinale. 9h50, c'est demain, à 9h50, comme tous les jours, sauf le mercredi. Demain, nous parlerons d'un autre métier à l'honneur. Il s'agit de celui de luthier. Nous irons dans un atelier au Canet découvrir un luthier. La découverte aussi de l'univers du Japon. Et puis, si vous cherchez un homme pour vous amuser ou grimper au rideau, c'est facile dans la vie comme sur Internet, mais en trouver un vrai avec qui faire un bout de chemin dans la vie, c'est plus compliqué. Heureusement, il y a Alexandra Rayan qui sera avec nous demain. Elle est l'auteure de Cupidon 2.0 ou comment trouver ou pas son homme sur Internet. Alors, si vous voulez le savoir, venez demain. Au revoir, bonne journée.